Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, réunion préliminaire du comité de pilotage d'appui à la décentralisation. Et dans l'actualité internationale, au Mali, l'Union européenne suspend ses missions au Mali. Je vous le disais dans le titre, une réunion préliminaire du comité de pilotage du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales s'est tenue hier à l'Institut français de Djibouti. Le dit comité a été mis en place par le ministère chargé de la décentralisation dans le cadre de la mise en œuvre de cet important projet financé par l'Union européenne sur une période de 4 ans, 2020 à 2023. La réunion s'est tenue sous l'égide du secrétaire général du ministère, M. Mohamed Issa Farraj, qui préside également ce comité. Rappelons que cette préliminaire du comité de pilotage intervient au contre, enfin dans la phase démarrage du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales très attendues par les récipiendaires potentiels depuis que l'on a eu vent dont le lancement officiel est prévu le 17 septembre prochain. Enfin, il a noté que le ministère chargé de la décentralisation, sous la conduite du ministre Hamadou Mohamed Aramis, a inlassablement œuvré depuis sa création pour que ce projet qui fera franchir le processus de décentralisation une nouvelle étape se matérialise. À son ordre du jour, une introduction générale des présentations du programme, de l'organisation du système de subvention ainsi qu'un point d'étape sur l'état d'avancement des questions diverses. Cette réunion a vu la participation de la grande majorité des membres du comité dont la composition reflétait la transversalité des questions de décentralisation, à savoir les hauts responsables des ministères sectoriels désignés par leur département, les présidents du conseil régional, les préfets des régions ainsi que des experts. Dans son mot d'introduction générale, cette réunion préliminaire comité de pilotage, le secrétaire général du ministère chargé de la décentralisation, M. Mohamed Issa Farraj, a rappelé aux participants en quelques mots le rôle de cette instance qualifiée d'acteur clé dans la conduite de cet important projet, à savoir assurer le bon déroulement de sa mise en œuvre en fonction des objectifs généraux et d'entretenir une dynamique au sein des différents acteurs impliqués. Écoutons-le. La réunion d'aujourd'hui est une préparation de la première tenue du comité de pilotage, lequel aura lieu postérieurement à l'événement du 17 septembre prochain. Faut-il rappeler que le comité de pilotage, créé par le secrétariat d'État chargé de la centralisation, en la circonstance, il assure le bon déroulement de la mise en œuvre du projet en fonction des objectifs généraux et entretient une dynamique au sein des différents acteurs impliqués. Au cours de cette réunion préliminaire, vous sera présenté le projet ADIL, qui comprend deux composantes, dont l'une porte sur l'amélioration des financements du développement local et l'autre sur l'appui institutionnel. Il sera également question de l'organisation du système de subvention déployé dans le cadre d'ADIL, de faire le point d'étape sur l'état d'avancement de ce projet. Mesdames, Messieurs les membres du comité, vous êtes le panel éminent sur lequel le CED compte beaucoup pour la réussite de ce projet. Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies lors du pilotage du programme d'appui à la décentralisation. L'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est de discuter comment ces projets vont être effectivement mis en œuvre. Donc il faut savoir que ces projets est un projet qui appuie le développement, la décentralisation et le développement local. Donc le développement local et les processus de mise en œuvre de la décentralisation sont des objectifs du gouvernement. Les secrétariats d'État à la décentralisation est un projet qu'il appuie beaucoup, qu'il appuie mobiliser et qu'il ne ménage aucun effort pour que les décentralisations et le développement local soient effectifs. Donc par rapport à ces points, nous tenons à remercier son Excellence les ministres Aramis qui fait beaucoup pour les régions. Et aujourd'hui, l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est de discuter le développement local, comment les régions peuvent avoir accès à des subventions du budget de l'État, mais en premier également des subventions des partenaires. Comment, avant de parler de subventions également, il est question de parler de renforcement des capacités. Renforcer les capacités des conseils régionaux, renforcer les capacités des régions de façon globale. On parle également ici de subventions pour la mise en œuvre de projets
qui sont identifiés et mis en œuvre directement par les régions. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi l'Office national du tourisme a clôturé mercredi dernier au Palais du Peuple un atelier de formation de sensibilisation de 4 jours portant sur le thème de la protection et la sécurité du touriste, destiné à l'endroit des professionnels du tourisme ainsi qu'aux agents et officiers de la police nationale. C'est en présence du secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Dina Abdel Omar, du colonel Idriss Jamaguiri, du directeur de l'immigration de la police nationale, ainsi que du directeur général de l'Office national du tourisme de Djibouti, M. Ousmane Abdi Mohamed. L'objectif principal était de sensibiliser sur les capacités des acteurs impliqués dans le secteur du tourisme en matière de protection et de sécurité du touriste durant leur séjour, ainsi que dans les établissements d'hébergement ou encore au cours de leur visite sur les sites touristiques de notre pays. Cette formation animée par visioconférence depuis le Sénégal par l'expert en tourisme Ousmane Sarr s'inscrit dans le cadre des activités prévues par les projets de catégorie 2 du cadre intégré renforcé relatif à l'appui au développement et à la promotion du tourisme à Djibouti. Eh bien, pour sa part, le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, M. Dina Abdel Omar, a profité de cette occasion pour remercier les acteurs impliqués dans le secteur du tourisme, ainsi que les officiers de la police nationale, pour la concordance des efforts déployés partout sur le territoire afin d'assurer la protection de la sécurité des touristes. Au terme de cet atelier de formation et de sensibilisation sur la protection et la sécurité du tourisme, permettez-moi de vous réitérer mes remerciements et vous souhaiter très cordialement la bienvenue à vous tous, sans pour autant garder l'indifférence en ce qui concerne l'assiduité et le dévouement exemplaire dont vous avez fait preuve tout au long de ces 4 journées. Je voudrais également profiter de cette occasion pour réitérer en mon nom personnel et en celui de tous les acteurs impliqués dans le secteur du tourisme notre gratitude à l'adresse des agents et du directeur général de la police nationale pour la concordance des efforts déployés partout sur le territoire afin d'assurer la protection et la sécurité des touristes. Comme vous pouvez le savoir, plus que toute autre activité économique, le succès ou l'échec d'une destination touristique dépend en grande partie de sa capacité à garantir à ses visiteurs la protection et la sécurité de leur intégrité physique, de leurs biens et de leur environnement. Car l'insécurité touristique affecte négativement la fréquentation en décourageant les touristes et ternit l'image de notre pays. Mesdames et messieurs, à l'issue de cette formation de sensibilisation et de concertation et d'échange d'expériences, en compagnie de l'expert en tourisme, M. Ousmane Sarr, à qui j'adresse mes vifs remerciements, j'espère que désormais, vous êtes plus que jamais conscients des enjeux de vos responsabilités de plein droit liées à la sécurité du séjour des touristes, mais aussi que ce même concept est non plus une option, mais plutôt un impératif incontournable pour le développement du tourisme. Je reste convaincu qu'avec une réelle prise de conscience des opérateurs touristiques ainsi que les autres acteurs impliqués, nous pouvons assurer que le tourisme à Djibouti soit florissant et durable. Enfin, j'espère que vous allez faire bon usage et que vous allez utiliser avec pragmatisme des connaissances acquises au cours de ces 4 jours de formation et vous exhorte à adopter les principes fondamentaux de protection et de sécurité dans votre milieu professionnel. Eh bien, voici les propos du responsable du service E-Visa recueillis par notre équipe lors de l'atelier de formation de sensibilisation destiné aux professionnels du tourisme ainsi qu'aux agents des officiers de la police nationale. Aujourd'hui, nous sommes ici pour finaliser une formation qui a duré 4 jours. Nous avons commencé le dimanche 23 août 2020. Et cette formation consiste sur la protection et la sécurité des touristes. Cette formation consistait sur la notion de protection de sécurité, l'impact du niveau de sécurité sur l'image d'une destination. Nous avons parlé aussi sur la sécurité des endroits publics et les établissements hôteliers. L'industrie du tourisme joue un rôle important dans nos sociétés.
Et elle représente aussi une source fondamentale, disons génératrice des devises. Et elle contribue fortement à la croissance économique de notre pays. J'adresse mes sincères félicitations à tous les participants de ces formations qui ont pu bénéficier de ces formations en premier lieu. Mes remerciements vont également à l'endroit des initiateurs et à tous ceux qui ont rapporté le soutien de cette formation, qui est d'une importante capitale pour promouvoir le tourisme en République de Djibouti. Tout à fait autre chose, une délégation de la région du Puntland est en visite de travail de quelques jours à Djibouti. Cette dite délégation de la région du Puntland s'est rendue hier au port de Goubet et au port de Tedjoura. La visite a commencé par le port de Goubet, où ils ont été accueillis par le directeur général Abdou Mohamed Ali dans la salle de réunion de ce port. Le directeur général a donné des informations sur ce port spécialisé à l'exportation du sel. Pour rappel, le port de Goubet a été inauguré par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en juin 2017. Ensuite, les hôtes se sont dirigés vers le port de Tedjoura, où le directeur général Mohamed Aboubakr Mohamed les attendait. Au sein du port Tedjoura, les hôtes ont fait le tour du port tout en écoutant les explications du directeur général de ce port. En outre, les membres de la délégation du Puntland ont pu observer les travaux de déchargement du navire général du cargo Chebel et du gazier Gas Pacha. Rappelons aussi que la délégation puntlandaise, dont le haut management du port de Garqa, est venue à Djibouti afin de s'enquérir des connaissances nécessaires qui leur permettra de gérer les ports. Le savoir-faire de l'expertise des Djibouti dans le domaine des infrastructures portuaires continue d'attirer beaucoup de pays. A noter que les hôtes étaient accompagnés par le directeur administratif de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Mohamed Aden Cher, et le commandant du port de Djibouti, Ismaël Turki. Santé à présent, l'hôpital Al-Rahma de Balbala a organisé ce matin une caravane médicale gratuite dans la ville de Arta. En étroite cette caravane médicale qui vise à fournir des soins médicaux spécialisés aux patients dans la ville d'Arta et ses environs a eu lieu en présence du directeur du bureau régional l'ONG Al-Rahma international de l'État du Koweït à Djibouti, M. Abdelghani Ismaël, le directeur de l'hôpital Al-Rahma, Dr Mohamed Al-Shakraoui, et son adjoint Ahmed Halam Adil, le chef du projet Elmi Youssouf Daher, et le préfet adjoint d'Arta, M. Mohamed Fouzi Ahmed. Le convoi qui a été organisé dans le cadre des caravanes médicales de l'ONG Al-Rahma international pour le village, les ruraux, comprend la médecine interne, la cardiologie, l'obstétrique, la gynécologie, la pédiatrie et l'ophtalmologie, ainsi qu'une spécialisation de l'eau réel et cible entre 400 à 500 patients. Rappelons que l'hôpital Al-Rahma organisera en coopération avec le ministère de la Santé cette caravane médicaux au cours des prochaines semaines. Le directeur de l'hôpital, Mohamed Al-Sharawi, son adjoint Ahmed Halam Adil, ont indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les hôpitaux pour suivre le rythme des programmes de santé du ministère djiboutien qui vise à apporter des soins médicaux spécialisés aux habitants des régions de l'intérieur. Les deux responsables ont souligné la coopération fructueuse existant entre l'hôpital et le ministère qui contribue au succès des convois médicaux et à la réalisation de leurs objectifs. De son côté, le directeur du bureau régional de l'ONG Al-Rahma International a rappelé que cette organisation est l'une des principaux partenaires du gouvernement djiboutien dans le domaine du développement et qu'elle œuvre dans divers domaines de l'action caritative, notamment dans les secteurs de l'éducation, la santé ainsi que le secteur social. Abdelghani Ismaël Al-Quraishi a saisi cette occasion pour adresser ses sincères remerciements et sa gratitude aux donateurs de l'État du Koweït et au siège social de l'ONG Al-Rahma International. À son tour, le préfet adjoint de la région d'Arta, M. Mohamed Fouzi Ahmed, a salué les efforts déployés par l'hôpital Al-Rahma à Djibouti, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions de santé des concitoyens dans les régions de l'intérieur du pays. Il a exhorté les habitants d'Arta à profiter de cette caravane massivement qui comprend de nombreux spécialistes dans la médecine interne, la cardiologie, l'obstétrique, la gynécologie, la pédiatrie, l'ophtalmologie, ainsi que la spécialisation des oreilles, des nez, de la gorge. Elle cible entre 400 à 500 patients. Et dans l'actualité internationale, je vous disais dans le titre,
Au Mali, la junte a annoncé avoir libéré l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta ce jeudi. La situation au Mali, au cœur de la réunion de ces 27 ministres de la Défense européenne réunis à Berlin. C'est mercredi. L'Union européenne a 2 missions de formation au Mali, l'une pour entraîner l'armée et l'autre pour former les forces de sécurité civile afin d'aider les autorités maliennes à retrouver le contrôle de leur territoire en proie à l'instabilité. La mission européenne de formation de l'armée malienne a entraîné environ 18 000 soldats au Mali depuis son lancement en février 2013. Aucun des 2 leaders du coup d'État n'est figuré parmi les soldats formés et a assuré M. Borrell. Le coup d'État militaire qui a abouti il y a quelques jours à la démission du président Ibeka a été condamné par l'Union européenne et l'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Organisation internationale de la francophonie. Nous restons toujours en Europe où les pays européens préparent la rentrée scolaire sur fond de rebond épidémique. En Espagne, tous les élèves vont pouvoir reprendre le chemin de l'école, mais le port du masque sera obligatoire dès l'âge de 6 ans. Pas de masque donc pour les plus petits qui ne pourront toutefois fréquenter les enfants de autres classes afin de faciliter le traçage si un cas de Covid-19 est détecté. Les élèves seront en outre invités à se laver les mains au moins 5 fois par jour et seront soumis le matin à une prise de température en France. En France aussi, malgré les 6 000 nouveaux cas en 24 heures, un record depuis le mois, mais le gouvernement est déterminé à rouvrir les écoles mardi. Le port du masque sera obligatoire dès le collège, y compris durant la récréation, a précisé le ministre de l'Éducation, et tous les adultes devront les porter dès le maternel. L'Allemagne également durcit le temps vis-à-vis de sa population. Une amende de 50 € est désormais infligée aux personnes ne portant pas de masque dans les magasins ou les transports publics. Direction les États-Unis, au moins 70 jours d'élection présidentielle américaine, Donald Trump a formellement accepté la nomination du Parti républicain pour un second mandat. Scène inimaginable, jusqu'ici c'est devant un millier d'invités sur la pelouse de la Maison-Blanche, un décor inédit pour la fin de la convention républicaine qu'il se présente comme un rempart face à Joe Biden, qui serait, je cite, le fossoyeur de la grandeur de l'Amérique. Mes compatriotes, ce soir, avec un cœur plein de reconnaissance et un optimisme sans limite, j'accepte cette nomination pour la présidence des États-Unis, a déclaré Donald Trump. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.